Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et aussi de votre intérêt. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous vous apportons une émission intéressante. Dans un premier temps, on va parler yoga à l'occasion de la Journée internationale du yoga. Et dans un second temps, nous accueillerons le docteur Dieudonné Jean-Baptiste qui va nous parler de la santé fonctionnelle, santé naturelle, santé fonctionnelle. Nos deux premières invitées sont Pascal Blanchet et Régine Laroche, avec elles on va parler du yoga. Mesdames, bonjour. Pascal Blanchet, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous. Madame Régine Laroche, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, c'est notre plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. La journée internationale du yoga, ce sera ce dimanche 19 juin 2016. Une activité est également prévue en Haïti. Quand on parle du yoga chez nous en Haïti, quelles sont donc les questions qu'on vous pose? Pascal, d'abord, ou bien à Régine? Les questions, bon, c'est quoi d'abord? Et qu'est-ce que le yoga rapporte? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça change dans la vie? Je pense que ce sont peut-être les deux premières questions qu'on me pose. Ouais. On ne vous a pas dit aussi que ça rappelle, par exemple, les pratiques orientales, non? Bon, oui, je pense que la majorité des gens savent quand même que c'est une tradition orientale qui vient de l'Inde, qui date de très très longtemps, de 5000 ans. Une vieille discipline. Voilà. On me demande souvent aussi si c'est une religion. Ça aussi, c'est une question qu'on pose. Alors, et la réponse à cette dernière question, c'est non. Non. Alors, et dites-nous, Régine Laroche, est-ce qu'il y a beaucoup de yogis déjà? Alors, rapidement, on dit que ceux qui pratiquent le yoga s'appellent yogis, n'est-ce pas? Absolument. Ok. Alors, Régine, il y a beaucoup de yogis déjà en Haïti? Bon, c'est difficile de donner un chiffre exact, mais je dirais qu'il doit y avoir quelques centaines de personnes qui pratiquent. Davantage depuis peut-être 15 ans, tu dirais, pas vrai? Oui. Les années 90, parce que le yoga est en train de prendre beaucoup de place au niveau de l'Occident, et nous, on suit. Oui. Mais quand même, il existe en Haïti depuis au moins les années 60. Depuis les années 60. Au moins. Oui, au moins. Nous avons pu retracer les années 60. Les films aidants, non? Les films asiatiques, par exemple. Est-ce que ça a aidé aussi à introduire le yoga en Haïti? Vous voulez parler de quel genre de film? Bon, les films des arts martiaux, par exemple, quand on était petit, on avait l'habitude de voir des gens qui pratiquent le yoga, les films Shaolin, films Kung Fu, etc. Non? Ah, ça, c'est Bon, plutôt pas la pour même le chose. karaté, Oui. mais pas le yoga. C'est pas la même je dirais. chose. Non. Oui, alors, rapport maintenant entre le yoga et la santé. Ou encore, si vous voulez que je formule la question, autrement, je dirais, qu'est-ce que ça rapporte à celui qui pratique le yoga? Ah, la liste risque Elle est d'être longue. très longue. Mais d'abord, au niveau purement physique, c'est clair qu'il y a une nette amélioration de la santé parce que le yoga tend à favoriser le retour à ce qu'on appelle médicalement l'équilibre homéostatique, c'est-à-dire que les fonctions vitales s'harmonisent. Et ça se fait de différentes façons dans le cadre de ce que nous discutons aujourd'hui. On parle du Hatha Yoga, qui est la discipline du yoga qui s'adresse au physique, au corps. Alors, vous avez dit Hatha Yoga. Hatha Oui, Yoga, Hatha. c'est l'expression, c'est le nom qui décrit cette pratique. Et à travers ces postures, ce qui se passe, c'est une véritable mobilisation qui se fait au niveau du corps, qui favorise la circulation sanguine, donc ce qui revient à dire favorise les échanges intercellulaires, apport d'aliments, élimination de toxines, qui par voie de conséquence harmonise aussi la fonction des différents organes, le cœur, le foie, etc. Ça
donne une certaine flexibilité, souplesse et force simultanément, parce que le système musculo-squelettal est stimulé et renforcé, et surtout au niveau du système nerveux, c'est là que l'action principale, je dirais, certainement qui m'intéresse le plus, c'est l'effet sur le système nerveux, qui est apaisé. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de gestion de stress. Ça rétablit l'équilibre entre les deux branches du système nerveux autonome, qui sont le sympathique et le parasympathique, qui sont impliqués justement dans les états de stress. Ouais? Donc, il y a un effet indirect sur le mental, le niveau de relaxation, tant au niveau du corps que de l'esprit. Est-ce que je peux comprendre ou je dois comprendre que le yoga, c'est exercice et régime alimentaire, non? C'est pas ça? En partie, c'est pas tout à fait ça. Le Hatha Yoga comprend une partie mentale et une partie physique. Et Régine vient de parler de la partie physique, qui comprend des postures, peut-être que ce que vous dites, qui est un exercice, c'est peut-être vu par les postures et la respiration, le contrôle de la respiration. Donc c'est la partie physique du Hatha Yoga. Mais ce ne sont pas des exercices dans le sens sport. C'est pas des exercices physiques. Ça physiques. implique, oui, ce sont des postures qui impliquent le corps, mais l'esprit est présent, donc c'est pas que le corps qui fonctionne. Si je peux ajouter, oui, dans le yoga, nous parlons de postures, qui s'appellent des asanas. Et la définition d'une asana, c'est une posture qui est maintenue avec aisance et stabilité, avec la participation du souffle et du mental. Ça veut dire que contrairement à n'importe quel type d'exercice, le corps est en mouvement, mais le corps entre en mouvement en pleine conscience, maintient la posture en pleine conscience et sort de la posture en pleine conscience avec la respiration. Et la respiration est l'élément clé qui fait que le système nerveux est impliqué. Donc, comme on reste en pleine conscience également, ça veut dire que l'esprit, le mental est impliqué. L'esprit ne vagabonde pas à droite et à gauche pendant que le corps bouge. Ça développe quoi? Ça développe la capacité à être présent et connecté à son propre ressenti dans son corps. Tout à l'heure, on parlait de stress, et vous dites, on peut être stressé et ne même pas le savoir. Mais si vous avez une pratique de yoga, vous allez développer un dialogue beaucoup plus fin avec votre propre corps. Parce que le corps nous parle à travers les sensations. Donc, plus on arrive à développer cette finesse dans la perception, mieux on est connecté à son corps et forcément, on a une meilleure prise sur notre santé. On peut être à l'écoute et savoir quand on est en train de franchir une ligne qui n'est pas bonne. Bien sûr, nous avons tous des échéances, des agendas. Des fois, on sait qu'on devrait s'arrêter, c'est pas possible. Puisque vous parlez de posture, et quelques-unes parmi les plus fréquentes. Ok, il y a toutes sortes de postures qui essentiellement rétablissent l'ensemble de, comment dirais-je, la mobilité du corps à travers un ensemble de mouvements. Il y a les mouvements qu'on fait habituellement, mais il y a d'autres qu'on ne fait pas habituellement. Donc ça se rouille, ces parties-là du corps qui ne sont pas stimulées. Il y a des flexions, avant, arrière, latérales, il y a des torsions, il y a des postures assises, des postures debout, des inversions. En fait... Pour les postures assises, il n'y a pas le lotus aussi, non? Le lotus, c'est une posture assise. Il y en a plein, si vous voulez. Il y a toute une panoplie. Alors, c'était peut-être pourquoi j'ai parlé tantôt, ou encore j'ai fait référence aux pratiques orientales avec cette posture communément appelée lotus, et qui est surtout appliquée par les moines. C'est peut-être celle qu'on a l'habitude de voir. Ce qu'on avait l'habitude peut-être de voir, de retrouver dans les films anciens, les films des années 70, 80, 90 et autres. Maintenant, alors, on va revenir, parce que là ça commence à être intéressant, puisqu'il s'agit de lier ces postures à des pratiques mentales et qui ont pour effet immédiat garantir la santé ou encore maintenir la santé de celui ou de celle qui pratique le yoga.
Alors, je dirais que l'aspect au niveau de tout ce qui a trait à la santé, c'est comment tu dirais ça, un side effect, un effet secondaire du yoga. Ce ne serait pas correct de dire que c'est l'objectif principal du yoga. L'objectif principal du yoga, je dirais que c'est plutôt de nous permettre de nous donner les moyens de vivre à la hauteur de nos possibilités, physiques, mentales et autres. C'est ça. Maintenant, à travers le Hatha Yoga et la pratique des postures, on est en train d'éliminer tout ce qui peut s'accumuler comme contrainte, comme tension dans le corps. Et c'est impossible qu'il y ait des tensions dans l'esprit sans qu'il y en ait dans le corps et inversement. Donc, on travaille à évacuer, puisqu'il y a un cumul qui se fait quotidiennement, puisque tous les jours, nous devons faire face à des défis et tout. Donc, à travers la pratique, on évacue tout ça. Et ce faisant, une fois qu'on a fait place nette, maintenant, on a la possibilité de s'épanouir à un niveau. Comment le yoga peut aider en Haïti? Ah, tu veux y aller? En Haïti. Écoutez, Wendell, premièrement, c'est au niveau de la santé. D'abord. C'est la première chose. La deuxième chose, au niveau d'un équilibre harmonieux. Et comme disait Régine, tout le vécu est à l'intérieur. Donc, on crée cette grande cohérence. On est avec soi-même. On est dans son corps. On ne se fuit pas. Donc, c'est être présent réellement avec soi-même. C'est pas trop égoïste, non? Oh non, du tout. Du tout. Pourquoi vous dites ça? Non, parce qu'on se concentre sur soi et l'autre. Parce que justement... Non, mais écoutez, si on est tellement mal, on est déjà tellement mal avec soi-même, on est déjà tellement mal en soi-même que c'est ce qu'on véhicule. Donc, ce qu'on voudrait véhiculer... Alors, comment sont les rapports entre yogis, par exemple? Aussi je suis yogi, mon voisin ne l'est pas. Comment vont être les rapports entre nous deux? Laissez-moi vous dire, Wendell, le sens du terme yoga, c'est un terme sanskrit, c'est intégration, unification. Ça veut dire que toute personne qui pratique le yoga, pour elle-même, dans un premier temps, elle arrive à s'harmoniser avec elle-même. Et ensuite, elle s'harmonise avec son entourage et elle trouve sa place dans ce monde-ci. Ça veut dire qu'elle est en mesure d'apporter sa pierre de façon constructive. Donc, si vous êtes bien dans votre peau, c'est clair que ça va être plus facile pour vous de vous connecter à votre voisin. En Haïti, nous sommes super stressés parce que nous vivons dans un pays avec beaucoup d'instabilité et beaucoup de défis économiques, politiques, sociaux, etc. Donc, le yoga ne peut qu'être positif. Nous n'avons pas de grands moyens. Donc, au niveau de la médecine aussi, c'est un outil à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça que les Nations Unies ont adopté cette date-là pour reconnaître la valeur du yoga. Alors, Pascal Blanchet, qu'est-ce qui va se passer ce dimanche à l'occasion de la Journée internationale du yoga? Eh bien, ce dimanche, on aura un cours de yoga ouvert à tous à 9h30 au Caribé. Ce sera un professeur indien, Swami Raja Rishi Shiva, qui sera là. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire. Swami Raja Rishi Shiva. C'est ça? C'est ça. Donc, il arrive en Haïti. Il arrive en Haïti. Pourquoi il a choisi de venir en Haïti à l'occasion de la Journée internationale du yoga? Je crois qu'il est déjà en République dominicaine. Il vit là, il pratique là. Il est de l'Inde, je crois qu'il est de l'ouest de l'Inde. Il a fait ses études, je pense, dans le sud de l'Inde. Il vit en République dominicaine. L'année dernière, on a célébré la Journée internationale du yoga ici, au Caribé, le 21 juin. Et il y a eu un professeur qui est rentré de l'Inde. Écoutez, il a accepté, on a fait appel et il a accepté de venir. Et nous pensons que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui représente cette tradition et cette culture à venir partager ça avec nous. Oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une célébration qui se fait à l'échelle de la planète. Donc, il y a un ensemble d'activités qui sont programmées partout avec des pratiquants du yoga, beaucoup d'entre eux indiens. Et le gouvernement indien lui-même appuie cette démarche et s'implique. Et il est consul, en fait, l'association indienne d'Haïti, le consul honoraire de l'Inde,
en Haïti, en collaboration avec Haïti Yoga, invite à célébrer la journée internationale du yoga ce dimanche. Dites-nous, est-ce que c'est tout le public qui est invité? Oui, tout le monde est invité. C'est un cours ouvert, gratuit. Donc, ceux qui sont invités, ils viennent et ils auront accès à ce cours. Il va donner un cours de yoga qui va durer, je pense, 45 minutes. 40-45 minutes, qui ne sera pas très long. Ce ne sera pas des postures difficiles pour que tout le monde puisse participer. Il n'y a pas de tenue spécifique? En tenue confortable, évidemment. Pas comme vous êtes habillés là ce matin. Donc, pas de tenue de sport non plus, ordinaire. Pas tenue de sport. Vous n'allez pas courir, c'est d'être confortable. Voilà. Et il y aura aussi, après ce premier cours, un second cours qui sera enseigné par conjointement plusieurs professeurs de yoga locaux. Et là, peut-être qu'on pourra aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire? Ce sera plus long. Un peu plus long, un petit peu plus difficile. Enfin, plus de challenge. Voilà. OK. Avec des yogis haïtiens? Oui. Mais des observateurs... Haïtiens et étrangers, mais qui vivent en Haïti et qui enseignent en Haïti. Et le public peut regarder, peut voir sans problème, non? Le public peut écoutez, oui, vous venez pour pratiquer Wendell. J'espère que vous serez là avec nous. Oui, bon, on va voir si je peux venir. Il faut venir. Non, je veux bien. Alors, vous avez parlé d'une série d'activités à l'occasion, c'est ça? C'est bien Pendant ça. toute la semaine, on a eu une série d'activités. Alors, cette semaine-là? Cette semaine. Ouais. Donc aujourd'hui... Qui culmine dimanche avec la célébration au Caribé. Il y a eu des séances de yoga qui ont été offertes à diverses organisations comme la APAC, par exemple. Il y a eu des séances avec le corps diplomatique et consulaire, avec certaines des agences internationales. Ce soir, il y aura une séance au YMCA de Pétionville avec des jeunes. Il y a eu 2 autres événements, malheureusement, qui étaient programmés, mais qui n'ont pas pu avoir lieu. Le yoga, en résumé, c'est pas une religion, c'est pas le sport, c'est pas faire du sport. C'est mieux, on peut dire ça, non? C'est bien mieux, oui, bien sûr. Pour moi, c'est une discipline de maîtrise de soi. Ouais, qui implique tout ce qu'on est réellement, qui implique le corps, l'esprit, le souffle, les sons. Est-ce que c'est vrai que ça peut aider à la sagesse, par exemple, peut contribuer c'est pas vrai ou c'est vrai? La sagesse, l'harmonie, la sérénité, la paix. Pourquoi je vous trouve si calme, ce matin, c'est ça, non? Bien sûr, on n'est pas stressé du tout. Du tout. Et comment partager ça? Comment partager ce... C'est pas pour dire qu'on n'a jamais des moments de stress, hein? Juste être clair. Oui, mais comment partager la recette de cette sérénité avec le public de Métropole aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire au public? Il faut pratiquer. Premièrement, c'est la pratique. Une once de pratique vaut des tonnes de théorie. Donc, il faut pratiquer, ne pas en parler, ne pas passer son temps à en parler. On en parle aujourd'hui à la radio, c'est très bien. Mais c'est la pratique qui est importante. Il y a un yogi, il y a un monde qui fait yoga. Est-ce que ça a aidé, par exemple, le monde ne soit pas malade et de tension, étant donné que nous avons un paquet de problèmes en Haïti? Est-ce que, au grand maîtrise de soi qui parle tellement poussé, ça a aidé à gérer, ça a venir joindre cap souci de l'environnement, de l'extérieur? Est-ce que c'est vrai, c'est possible quand on est yogi? Absolument. Et ce n'est pas simplement une question de maîtrise de soi en termes de mental. Il y a des techniques aussi. Par exemple, un ensemble de techniques de respiration qui ont action directe sur le système nerveux, qui permettent de sortir dans l'état d'agitation mentale. Donc, il y a des outils très pratiques. Ce n'est pas un truc en l'air, son bagage atterri. Oui, son bagage scientifique. Mais Wendell, il faut que vous pratiquez. Je vais insister sur la pratique. Il faut pratiquer. Là, nous disons pratiquer, ça veut dire que ça doit être fait de façon régulière. Peut-être qu'il y a une discipline, il y a l'heure. Par exemple, on doit dire que on peut respirer, on peut prendre posture là chaque jour à 6 heures du matin. Et puis, ça a l'effet. Bon, il va y avoir un effet sur santé. De combien de temps, par exemple? Comme on va commencer à se dire résultats? Ça dépend des organismes. Ça dépend des gens.
Mais la régularité est très importante. Régularité et puis la présence aussi. La régularité et présence dans sa pratique. Maintenant, ok, nous avons un rendez-vous arrêté qui c'est ce dimanche avec un gros potorique garçon qui a venu pour faire cours. C'est professeur Swami Rajarishi Shiva. C'est ça. Maintenant, dis-moi, avant ou après, si il y a un monde qui suit nous là, et qui est intéressé, par exemple, pratiquer yoga, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce pour le relais? Qui côté le cas aller? Autrement dit, est-ce que nous avons une base, un espace pour enregistrer mon, inscrire mon, qui j'en ça fait? Pour y aller là, justement, c'est raison ça qui fait que gagner deux cours ça que dans offrir par grand public là, pour venir faire une première expérience. Tout de suite après expérience, et après, j'en ai senti dans le corps. Et si vous remarquez que vraiment, vous senti bien-être que le porter pour vous, bien sûr, gagner Haïti Yoga, c'est une plateforme qui implique, genre là, dans la planification événements ça, vous êtes capable d'inscrire et vous êtes capable tout aborder différents professeurs locaux qui là, si vous êtes intéressé pour vous prendre cours. Mais pas de téléphone, pas de contact jusque-là. Je pense que sur le site de Haïti Yoga, il y a toutes les informations sur les différents professeurs qui pratiquent. Dernière question. Je regardé une belle photo devant moi. Il y a une dame qui a fait un mouvement spécial que bien regardé. Est-ce que c'est la pratique qui lui donne cette souplesse? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est une extension. La colonne vertébrale est pliée en arrière. N'importe fille qui a fait ça depuis que les il faut pratiquer. Et Wendell, n'importe monde. Alors comme c'est dame non moi elle est solide, ça peut me dire ça, mais alors n'importe qui a fait ça. Qui pratique. Pascal Blanchet, Régine Laroche et par contre c'est nous un dernier mot. Eh bien, le dernier mot, j'espère que Wendell sera là. Vous ai convaincu. On vous a convaincu de pratiquer le yoga et que vous serez là dimanche. J'espère bien. Mais on va dire à quelle heure, non? 9h, c'est ça? À 9h. Ouais. 9h. Ça commence à 9h30, mais que les gens viennent à 9h. Et s'ils ont un tapis de yoga, de venir avec le tapis de yoga aussi. D'accord. Ok, merci Pascal, merci Régine, bonne chance. J'espère que ça va marcher dimanche et qu'il y aura du monde à faire le déplacement. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec moi ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Nous allons observer la pause. Au retour, on va encore parler santé et mais dans l'autre dimension avec Dr Dieudonné Jean-Baptiste que vous connaissez peut-être. Il va nous parler de la santé naturelle. Jeudi, vendredi, on n'a pas les santé. C'est merveilleux, c'est le week-end qui s'annonce. Voilà, il faut, pour jouer un bon week-end, pour un bon week-end, il faut en santé. Oui. Donc, nous allons porter quelque chose d'assez intéressant pour le public métropole. Nous espérons qu'il y a près de nous. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste vous arrive tout de suite après la pause. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos deux premières invités sont Pascal Blanchet et Régine Laroche. Et comme j'ai dit tantôt, à venir après la pause, Dr Dieudonné Jean-Baptiste pour parler santé naturelle ou santé fonctionnelle. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est bien sûr le moment d'accueillir notre deuxième invité, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Docteur Jean-Baptiste, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour fidèles auditeurs de Radio Télé Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous allons parler de la médecine fonctionnelle ou de la médecine naturelle? En fait, la médecine fonctionnelle est naturelle, mais toute médecine naturelle n'est pas nécessairement médecine fonctionnelle. Différence maintenant entre la médecine naturelle ou fonctionnelle et la médecine conventionnelle? Alors, brièvement, si on regarde la médecine conventionnelle, c'est la médecine occidentale, c'est la médecine dominante. C'est une approche de la médecine qui date d'environ 200 ans.
Et cette médecine-là a eu son âge d'or avec les maladies infectieuses et la gestion des urgences médico-chirurgicales. Maintenant, si vous allez dans un hôpital, vous avez une maladie infectieuse, vous avez une urgence médico-chirurgicale, la médecine conventionnelle est vraiment la référence. Mais ce qui s'est passé au cours des 2 siècles derniers, si on regarde le profil des maladies qui ont causé des décès en 1900, on va voir que c'est dominé par les maladies infectieuses. Mais si on regarde au début du 21e siècle, les maladies infectieuses ont pratiquement disparu des 10 premières causes de décès aux États-Unis. Et maintenant, on va voir que le cancer, les maladies cardiovasculaires, ces choses-là sont devenues les principales causes de décès. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une transition de santé, une transition épidémiologique. Le profil des maladies a changé, de maladies aiguës aux maladies chroniques. Donc, quand il s'agit des maladies aiguës, des maladies infectieuses, on a un modèle unicausal. Ça veut dire on a une cause et une maladie. Par exemple, si tu as de la fièvre, on va travailler à identifier la cause de la fièvre et traiter la cause de la fièvre, et non pas traiter la fièvre en soi. Mais quand il s'agit des maladies infectieuses, des maladies chroniques, ça a changé. On n'a plus de modèle unicausal. On n'a plus une situation qui cause une maladie, mais un ensemble de situations qui causent les maladies chroniques. Et maintenant, la médecine conventionnelle adresse ces maladies chroniques-là avec un état d'esprit que ce sont des maladies qui arrivent et qui restent. Et là, on se limite à traiter des symptômes, à gérer les complications, et les gens meurent avec. Tout tard. C'est ça. En médecine fonctionnelle, on pense que, et on sait que, ces maladies chroniques-là ont des causes. Et ces causes-là peuvent être adressées. On peut prévenir les maladies chroniques. On peut les gérer. Et on peut les renverser. Et si elles sont déjà là? Elles sont déjà là. On peut les renverser. Officiellement, on ne peut pas dire guérir. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que légalement aux États-Unis, c'est comme si la guérison relève de l'approche de la médecine conventionnelle. Donc maintenant, en maladie chronique, on n'a plus le modèle unicausal. Comme j'ai dit, c'est un ensemble de causes. Donc on va parler de facteurs de risque. Mais en fait, ce sont des causes. Ce n'est plus une cause, une maladie. Et si par exemple, on a un taux de cholestérol élevé, on a le sucre qui est élevé, on a la tension qui est élevée, et bien là, ce qu'on va faire, on va avoir des médicaments pour chaque symptôme. Mais si on regarde le modèle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à tous ces problèmes-là? Probablement, et certainement, il y en a. Et bien, si on va creuser pour rechercher les causes de ces problèmes-là, adresser le problème à leurs racines, là, on est dans le domaine de la médecine fonctionnelle. Donc, en fait, la médecine fonctionnelle adresse les causes des maladies au lieu de simplement se contenter de traiter les symptômes. Mais vous donnez des médicaments quand même, non? Non, pas de médicaments. Parce que les médicaments sont des produits chimiques qui ont été étudiés et pour lesquels il y a des agences de régulation qui donnent tout un ensemble de trajectoires. Alors, si je vous raconte brièvement mon histoire, comment je suis arrivé... Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser, parce que quand même, vous êtes aussi de la médecine conventionnelle. Bien sûr, j'ai étudié la médecine à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Mais qu'est-ce que vous pratiquez aujourd'hui? Je pratique la médecine fonctionnelle. Et en fait, depuis mon enfance, j'ai été malade avec des douleurs. Et quand j'ai été en réto, on m'a diagnostiqué avec une arthrose avancée. Et là, je devais vivre avec pour le reste de ma vie. Il m'a dit mon chirurgien, qui est maintenant âgé d'environ 90 ans, et il est encore vivant. Et à l'époque, il m'a dit, tu devras vivre avec ça pour le reste de ta vie. Et quand tu auras 50 ans, ton cou sera soudé et tu ne pourras plus tourner le cou. Tu devras tourner le corps en bloc pour voir autour de toi. J'ai vécu avec ça, je suis rentré à l'école de médecine, j'ai vécu avec les douleurs. Longue histoire courte, après la faculté de médecine, j'ai décidé de ne pas faire de pratique clinique. J'ai étudié la santé publique, j'ai fait une maîtrise, j'ai étudié l'épidémiologie. J'ai travaillé dans beaucoup d'ONG, j'ai été directeur de département au ministère de la Santé, responsable d'épidémiologie, j'ai travaillé dans d'autres ONG. Mais pendant ce temps, les douleurs s'étaient aggravées. Et j'ai eu 3 chirurgies sur la colonne, 2 chirurgies à Cuba et 1 chirurgie en France.
Et il faut dire que depuis l'école de médecine, mon esprit a été ouvert par un professeur qui faisait aussi de l'acupuncture. Et il m'a vu souffrir et elle m'a invité à venir à sa clinique. Et elle m'a fait de l'acupuncture, mais ça m'avait vraiment étonné de voir qu'on pouvait placer une aiguille quelque part et soulager les douleurs quelque part ailleurs. Ça m'a intrigué. Mais ça a ouvert mon esprit. Et là, je savais qu'il y a des choses qui en valaient la peine, mais qu'on n'enseignait pas à l'école de médecine. Et là, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai été ouvert et j'ai commencé à faire des changements dans mon style de vie. Et les douleurs avaient commencé à diminuer. Et j'ai commencé à m'aider moi-même, à aider mes amis, ma famille. Et il y a environ 4 ans, j'ai rencontré le concept de la médecine fonctionnelle. Et là, j'ai commencé à étudier. Et il faut dire aussi que depuis 10 ans, je travaille en recherche clinique. Et je fais le va-et-vient aux États-Unis, où vit ma famille d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré la médecine fonctionnelle et j'ai commencé à étudier. J'ai décidé de venir et commencer à pratiquer ici. Et depuis 2 ans et demi maintenant, j'ai une clinique de médecine fonctionnelle où je travaille à temps partiel. Vous avez beaucoup de patients? Pas beaucoup de patients, mais nous avons une bonne petite clientèle satisfaite. Clientèle satisfaite, c'est des gens qui peuvent parler de leur passé? Bien sûr, ce sont des gens qui sont venus et qui ont fait une expérience. Et l'expérience qu'ils ont fait, c'est une expérience d'une évaluation qui est différente et de résultats qui sont différents en utilisant des approches naturelles. Donc, brièvement, si je reviens pour comparer brièvement la médecine conventionnelle. Alors, la médecine traditionnelle, c'est une médecine qui est transmise de père en fils. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, en Haïti, il n'y a pas on n'a pas fait d'études là-dessus. On connaît, les pratiques il y en a qui sont valables, mais nous ne connaissons pas les bases scientifiques de ces pratiques-là. C'est la médecine traditionnelle, tradition orale. Oui. Maintenant, la médecine conventionnelle, c'est la médecine occidentale. Et maintenant, la médecine fonctionnelle, c'est l'approche qui vise la recherche des causes. Mais on peut trouver, aux États-Unis, vous allez entendre parler de la médecine intégrée. Donc, vous allez avoir des médecins qui ont été formés à la médecine conventionnelle, mais qui se sont ouverts à la médecine fonctionnelle, mais qui peuvent utiliser des éléments de la médecine conventionnelle quand c'est nécessaire, des éléments de médecine traditionnelle quand c'est nécessaire, et aussi l'approche de la médecine fonctionnelle. Alors là, maintenant, on parle de médecine intégrée, integrative medicine, en anglais. Et je retiens rapidement qu'on n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin on n'utilise pas de médicaments parce que les médicaments, ce sont des produits pour lesquels on a fait des recherches. Et on les a extraits et ils sont patentés. Okay. Mais vous êtes pratiquement soulagé de vos maux, de vos douleurs. On utilise des produits naturels et ces produits-là, ce sont des extraits de plantes. Et on utilise aussi des produits énergétiques qui sont comme sur le modèle, ça veut dire des produits qui vont stimuler, débloquer les énergies dans ton corps et permettre à ton corps, comme les dames viennent de le dire, Régine et Pascal, eh bien, favoriser l'équilibre, l'homéostasie du corps. Et le corps peut prendre soin de lui-même quand le corps arrive à trouver les éléments nécessaires. Et quand quelqu'un vient vers vous pour un problème quelconque, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons ce que font les médecins. Nous faisons l'histoire clinique. L'histoire clinique est extrêmement importante pour nous. Nous allons voir comment la personne a évolué, comment a commencé la maladie, l'histoire personnelle de la personne, comment la personne est née, par exemple. Est-ce qu'elle était née par césarienne ou par voie basse? Alors, docteur, nous allons inviter une cobaye, c'est une collaboratrice, Madame Marie-Hélène Félisma, qui va nous rejoindre pour une consultation gratuite. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, soyez à l'aise, on va vous consulter. Ça peut montrer des zones de déséquilibre énergétique. Ça peut montrer des intolérances alimentaires. Ça peut montrer aussi même des choses que je n'ai pas eu le temps de voir avec toi, que nous verrons après. Mais quel élément, par exemple, on peut avoir... des gens peuvent venir et avec ça, on peut voir, c'est le stress qui est la principale déterminante de tes problèmes de santé, par exemple. Ou bien, comme par exemple, je t'ai demandé une question spécifique qui a rapport avec l'interaction de ton corps avec l'environnement.
la pollution, les métaux lourds, des choses comme ça. Ce logiciel peut nous donner ce genre d'informations. Ça nous donne des indices, et maintenant, avec ces indices-là, on éduque la personne. Et vous avez dit que ce logiciel est chinois, est asiatique. Non, c'est basé. Celui qui l'a inventé était un professeur de médecine traditionnelle chinoise, mais cependant, le logiciel a été inventé par un Britannique. Et maintenant, le siège de cette compagnie-là se trouve aux États-Unis. Mais ça relève de la médecine bioénergétique. Et la médecine bioénergétique, maintenant, c'est déjà très courant? Oh, c'est très, très courant. Alors, Marie-Hélène est déjà avec nous. Et alors, on va voir ce qui va se passer. Alors, ceci est un scanner. Et Marie-Hélène peut mettre la main dessus. Dépose la main comme ça. OK, ça détecte le champ énergétique, Hélène? Non. Dépose le doigt ici. Voilà, ne bouge pas. OK, reste là, ne bouge pas. Ça va scanner ton champ énergétique. Et maintenant, ça va nous donner un ensemble d'informations sur le champ énergétique de Hélène. Il y a un prototype du champ énergétique normal. Ah, je vois des barres rouges. Non, ça n'a rien à voir. Bon, ouais. Maintenant, voici, ici, on a des points de blocage énergétique. Et c'est sur ces points-là, je peux utiliser un petit appareil de biofeedback qui permet de débloquer ces points. Et maintenant, je peux aller dans plusieurs écrans. Tu peux enlever la main, Yolène. Et ici, par exemple, c'est le champ nutritionnel. Tu vois, ici, ça nous donne une idée des activités de ce qu'on appelle des radicaux libres dans le corps de Yolène. Ouais. Et les radicaux libres, on peut en parler. Et ça me dit un petit peu aussi que... on me donne une idée du niveau d'énergie globale de Yolène. Je ne vais pas dire des choses comme ça à la télé, mais ça nous donne des informations, Yolène. Et ici, plus les couleurs sont foncées, plus ça nous donne une idée du niveau de déséquilibre dans ton champ énergétique. Et le corps va rechercher de l'énergie. Un moment, docteur. Cette dame-là que je vois là, c'est Marie-Hélène? C'est Marie-Hélène? C'est Marie-Hélène. Par exemple, si tu vois, je peux rentrer ici. Si je rentre ici, ça me donne une idée. Et ça, c'est un organe que les professionnels connaissent. Et je peux, à partir de ça, faire des hypothèses sur la santé. Sur la santé. Ici aussi, c'est un organe ça nous donne une idée de certains déséquilibres dans le corps de Yolène. Et avec plaisir, j'en discuterai. Moi, vous avez vu de la déshydratation. Pour Yolène, c'est pas le cas. Pas vraiment. Mais ça nous donne des informations précieuses. Ok, merci. Merci Marie-Hélène. Ça, c'est une partie de notre pratique. Utiliser ce logiciel-là. Et ça nous donne, aux États-Unis, il y a des gens qui pratiquent ça. Le logiciel s'appelle le NES Pro Vision. Et si on tape ça sur le net, on fait une petite recherche, on peut voir ce que ça peut apporter. Donc maintenant, moi, j'utilise pas seulement ça. J'utilise ça comme un adjuvant. J'utilise aussi des examens de laboratoire. On fait des examens de laboratoire locaux. Mais on fait aussi des examens de laboratoire de médecine fonctionnelle. On peut faire des examens qui permettent d'aller vraiment dans la génétique. Laisse-moi revenir sur la médecine fonctionnelle. Contrairement à la médecine conventionnelle qui traite les symptômes, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, si on visualise un arbre avec des feuilles qui changent de couleur. Donc les feuilles qui changent de couleur, ça voudrait dire que l'arbre est malade. En médecine conventionnelle, ce qu'on fait, on traite les feuilles. On donne des couches de peinture. Le cholestérol est élevé, on donne un médicament pour baisser le taux de cholestérol. En médecine fonctionnelle, on va dire pourquoi les feuilles ont changé de couleur. Et on va au niveau de la racine de l'arbre. Et au niveau de la racine de l'arbre, on va avoir une interaction entre la génétique, c'est notre identité individuelle, l'interaction avec l'environnement et nos habitudes de vie. Ces trois facteurs-là interagissent pour donner l'état de santé. Maintenant, nous, en médecine fonctionnelle, on va regarder les habitudes de vie, suggérer une sorte de médecine de style de vie. On ne fait pas de diète, par exemple. On change de style de vie. Quand on fait une diète... La différence? Quand on fait une diète, c'est quelque chose pour une période limitée. Ça veut dire on fait des choses drastiques qu'on ne peut pas garder pendant longtemps. C'est parce que nous avons des habitudes que nous voulons continuer. Il y a des mets que nous aimons. Non, on change de style de vie.
on sait par exemple ce qui est nocif pour toi et moi, eh bien nous allons laisser tomber ça. Un exemple, il y a des choses que nous mangeons tout le temps, comme les farines, le blé, le gluten. Mais il y a des gens qui sont carrément intolérants au gluten et pour qui le gluten est un poison. Et ces différents facteurs-là dans nos habitudes de vie, dans notre environnement, créent un terrain inflammatoire sur lequel poussent toutes les maladies chroniques. Mais si on n'arrive pas à identifier ce qui cause la situation inflammatoire, qu'il s'agit de la tension artérielle, de l'hypertension artérielle, du cholestérol, du diabète, de l'Alzheimer, des maladies auto-immunes, tout ça a un terrain inflammatoire. Mais si on ne cherche pas à savoir... Prenons un exemple, docteur, prenons un exemple. Quelqu'un qui est diabétique, par exemple, il vient vers vous, dans votre clinique, vous voyez que la personne est diabétique. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? D'abord, on identifiera quel type de diabète. Et le plus souvent, c'est du diabète de type 2. Et la cause de ce diabète-là, c'est quelque chose qu'on appelle la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce type de diabète, on ne manque pas d'insuline. Au contraire, on en produit trop. Mais les portes des cellules sont fermées et résistent à l'insuline. Et l'insuline a pour mission d'ouvrir la porte de la cellule pour permettre au sucre de rentrer à l'intérieur de la cellule pour produire de l'énergie. Et quand le sucre reste dans le sang, le sucre, c'est un poison. Quand c'est trop élevé. Et que prévoit la médecine conventionnelle, la médecine naturelle, fonctionnelle? En médecine fonctionnelle, on va regarder qu'est-ce qui peut causer la résistance à l'insuline chez toi. On va regarder dans tes habitudes de vie. Mais l'une des choses qui a changé le profil des maladies au cours du temps, c'est une recherche qui a été faite dans les années 60 par un certain docteur Ansel Keys. Et il en résulte que les gens mangent trop de farineux, trop de féculents, trop de sucre. Ça, c'est l'une des causes. Et là, maintenant, nous recevons une charge de sucre que notre corps n'arrive pas à gérer. Donc, les récepteurs cellulaires sont devenus résistants à l'insuline. En changeant les habitudes de vie, en renversant carrément, par exemple, le rapport, la proportion de farine, de sucre que nous mangeons, et en prenant, par exemple, beaucoup plus de bonne graisse, ça peut être, je sais que ça peut être très controversé. Nous mangeons trop de sucre. C'est le principal poison aujourd'hui, je dirais. Et on a trop critiqué et vilipendé les graisses. Toutes les graisses ne sont pas créées égales. Sur mon site phiwellness.com, j'ai écrit un article sur le mythe des graisses qui menace notre santé. Nous ne mangeons pas suffisamment de graisse et nous mangeons trop de farine. Maintenant, si on arrive à identifier ce qui est dans les habitudes de vie de la personne et un ensemble de conditions, eh bien, on va adresser ces conditions-là et on peut renverser le diabète. J'ai un seul patient. Vous avez dit renverser? Oui, parce que légalement, on ne dit pas guérir. Et aux États-Unis, ce serait interdit de dire qu'on a guéri le diabète, même si la personne n'a plus besoin de médicaments. Et en Haïti, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus besoin de médicaments. Moi, j'ai pas le crédit pour ça. Par exemple, il y a un groupe qui a réalisé un séminaire, pas un séminaire, mais un programme d'1 mois dans un centre. Et il y a des gens qui sont sortis, ils ne peuvent plus prendre de médicaments. Ils ont été guéris du diabète. Dans combien de temps? 1 mois. Après 1 mois? 1 mois. Ouais. Et ça, c'était fait dans le plateau central. Et après le diabète, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui sont... qu'on peut renverser comme ça? On peut renverser aussi? On renverse... Toutes les maladies chroniques peuvent être renversées, entre guillemets, guéries. La tension, les maladies auto-immunes, et comme le lupus, les rhumatismes, le cancer, tout ça, ce sont des maladies qui sont curables. On peut les prévenir. Prostate. Tout à fait, curables. Ce sont des maladies qui sont curables et il y a plein d'histoires comme ça. C'est pas quelque chose qu'on invente. Et moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui a 83 ans, et Alzheimer, diabétique sous insuline,
Il a environ 6 mois avec moi maintenant. Il ne prend plus d'insuline. Et Donc le diabète est traité. c'est pas totalement traité. Il ne prend plus d'insuline. Mais maintenant, il est sous hypoglycémie en haut et avec d'autres mesures de style de vie. Mais le plus intéressant, c'est que ses capacités cognitives ont amélioré de manière significative. Mais aux États-Unis, il y a des exemples où les gens carrément... Il y a eu l'exemple de quelqu'un à 80 ans qui a repris son permis de conduire. Le mythe que les maladies chroniques sont incurables est en train de recevoir des coups de butoir, je dirais. Un mot pour les femmes et cancer au niveau du col de l'utérus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes? Le cancer du col de l'utérus, ça, on a pu identifier, par exemple, une cause. C'est un virus. Et maintenant, l'industrie pharmaceutique est en train même de préparer des vaccins pour faire face à ça. Mais dès qu'il y a cancer, c'est qu'il y a un problème au niveau du système immunitaire. Et ce n'est pas nécessairement les vaccins qui vont résoudre uniquement le problème. Il faut comprendre, chaque situation est unique, mais il faut dire que les cancers peuvent être prévenus et les cancers peuvent être guéris. Le cancer du sein qui fait beaucoup de ravages, et c'est un sujet qu'on pouvait développer plus longuement, mais ce qu'on offre en cas de cancer du sein, il faut comprendre qu'il y a un déséquilibre hormonal et nous avons tout un environnement qui cause ce déséquilibre hormonal, particulièrement avec l'utilisation de plastique que nous avons. Et là, je touche un petit point de santé publique, un petit point. Et, par exemple, nous consommons trop de plastique. Et une petite chose que j'observe à Port-au-Prince, les gens dépensent de l'argent pour acheter de l'eau. Mais on met les bouteilles d'eau au soleil. Et maintenant, le plastique s'infiltre dans l'eau. Et nous buvons du plastique. Donc, ce serait mieux d'avoir de l'eau qui ne soit pas dans le plastique. Mais en plus, maintenant, quand c'est au soleil, là, c'est encore plus dangereux. Quelle alternative? Quelle alternative? C'est une grande question. Mais au moins, ne pas exposer les galons au soleil, c'est déjà une petite mesure. Une petite mesure. Mais le mieux serait d'avoir de l'eau courante et de filtrer l'eau et de ne pas le conserver dans les plastiques. Ouais, pour transporter l'eau, on va quand même avoir besoin d'une bouteille en plastique pour transporter l'eau. Pour transporter l'eau commerciale. Oui. Tu parles de commercial. C'est pour ça que je dirais que le mieux serait d'avoir de l'eau courante et de filtrer et d'avoir de l'eau chez soi. Chez soi. Et là, maintenant, si tu sors avec de l'eau, mais limiter l'utilisation de plastique, et particulièrement plastique et chaleur, par exemple. C'est un petit détail. Mais c'est pour dire que on peut prévenir ces choses-là avec le style de vie. De jour en jour, la médecine conventionnelle est de plus en plus critiquée. Est-ce que vous prévoyez la disparition de la médecine conventionnelle? Je ne dirais pas la disparition de la médecine conventionnelle. Si on regarde, la médecine conventionnelle a été vraiment très efficace, surtout dans la gestion des urgences médico-chirurgicales. Et ça, si par exemple quelqu'un a un accident, ne cherchez pas un professionnel de la médecine fonctionnelle. Va voir un praticien de la médecine conventionnelle. Pour les maladies, mais maintenant, pour les maladies chroniques, de plus en plus, les gens cherchent des alternatives. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus des pharmacies ambulantes. Et au fur et à mesure qu'on prend des médicaments, et chaque médicament a ses effets secondaires. Et dans la recherche clinique, j'ai participé à une recherche sur les maladies cardiovasculaires, et j'ai vu des gens qui prennent aisément 20 médicaments. Et chaque médicament a... Par jour. Oui. Et chaque médicament a cette... Regarde, par exemple, si on prend le diabète, quand le sucre augmente dans le sang, ça va attaquer tout le corps. Maintenant, tu auras un médecin pour les pieds, un médecin pour les reins, un médecin pour les nerfs, un médecin pour le cœur, un médecin pour le cerveau, un médecin pour les pieds, mais tout. Et là, maintenant, chacun de ces médecins-là va donner des médicaments. Mais c'est que ces médicaments-là... Automatiquement, on devient une pharmacie ambulante. Une pharmacie ambulante. Mais ces médicaments-là n'ont jamais été étudiés pour une consommation ensemble, comme ça, conjointe,
au même moment et à long terme. Jamais. Donc, les effets secondaires sont carrément imprévisibles. Quand on a un médicament, l'agence régulatoire va exiger qu'on fasse des études et qu'on connaisse certains de ces effets secondaires. Mais ce sont des études qui ont été réalisées au maximum de 5 ans, pas plus de 10 ans quand même. Mais quand on commence à prendre des médicaments à vie, et là on va avoir des effets secondaires, et ces effets secondaires-là sont carrément imprévisibles. Mais prenons un exemple. Si par exemple, le médicament le plus vendu aux États-Unis, c'est les médicaments pour baisser le taux de cholestérol. Et le taux de cholestérol élevé n'est pas une maladie. C'est un symptôme. Mais on ne traite pas la cause de l'élévation du taux de cholestérol. On baisse. C'est comme s'il y a un feu, et ce feu-là est alimenté par une fuite de gaz. Les sapeurs-pompiers viennent, ils essaient d'éteindre le feu, mais sans toucher la fuite de gaz. Ce serait plus simple d'adresser la fuite de gaz et le feu finirait par disparaître. Merci, docteur. Et pour terminer, votre clinique est en Haïti. Vous avez une clinique en Haïti? Oui, j'ai une clinique et mon organisation s'appelle PHI, Priority Health International, et ça, je l'ai fondé aux États-Unis. Et là, en Haïti, on est au numéro 4 de la rue Debussy. Nous avons un site internet, c'est phiwellness.com. Et si on a besoin de plus d'informations, on peut appeler au 43 30 70 71. On a eu une page Facebook et on est en train de mettre en place aussi une chaîne YouTube. Merci docteur. Et les auditeurs intéressés ont certainement pris note. Et vous vous êtes gardé de donner le numéro de téléphone. Et oui, j'ai donné le 43 30 70 71. Merci infiniment, docteur, et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Et comme je l'ai dit tantôt, les auditeurs, les intéressés ont pris note, et bien on va voir ce que ça va donner. Et comme on l'a dit tantôt, quelqu'un qui vous contacte peut dans 5 ans parler de son passé. Certainement, et même pas dans 5 ans. Il y a des gens qui, comme vous allez voir sur mon site, il y a des gens qui en quelques semaines se sentent mieux. Quelle que soit la pathologie, quelle que soit la maladie. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui, en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, se sentent tellement mieux dès qu'on arrive à identifier le déclencheur toxique. Parce que si les maladies en général, c'est causé ou bien par des toxines qui dérangent la machine, ou bien par des carences. Mais si on arrive à identifier le déclencheur toxique, on élimine. Et si on arrive à apporter ce dont le corps a besoin pour s'occuper de lui-même, le corps peut se guérir. Nous ne guérissons pas, nous aidons le corps à mieux fonctionner, à rétablir l'équilibre. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste, merci encore une fois. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end. Merci, c'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 groupes d'invités aujourd'hui, Pascal Blanchet et Régine Laroche dans un premier temps. Et c'était en deuxième partie, docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.